Honneur, respect, mes chers amours, une autre émission que je suis contente de me connecter à vous pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, malgré la fatigue, vous voyez, mais c'est pas grave, l'énergie est là, je suis contente d'être là avec vous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer deux invités, deux personnes intéressantes. Ils sont dans le domaine de la culture, ils font vibrer les cœurs à travers musique, à travers capacité d'amener des outils pour réaliser de grands événements au Burkina Faso. Je parle de Burkina Faso, mais c'est vraiment, ils sont connectés à travers le monde, hein, parce qu'ils participent aussi, ils organisent des festivals en Europe et partout en Afrique. Et aujourd'hui, on va les accueillir. Le premier étant Moussa Diarra, connu sur le nom de Wamian Kaïd. Il est un rappeur. Il a fondé le groupe Douni Peace dans les années 90 et il a fait vraiment parler de lui à travers ses chansons qui ont été interprétées dans sa langue maternelle. Ensuite, nous allons rencontrer son frère Dame, son frère qui n'est pas de sang, à bien noter, mais que les deux ont grandi ensemble et continuent de collaborer, de travailler, d'où il joue le rôle maintenant de manager pour son ami Moussa Diarra. Alors, on va rencontrer Yeye Cyril, et ça me rappelle à chaque fois une chanson d'un grand artiste haïtien, Coupé Cloué, qui parlait justement d'un certain Yeye. Et à chaque fois, je pense à lui, je pense à ce musicien formidable qui est très connu, d'ailleurs, sur le continent Kéboulan, Coupé Cloué. Bon, j'en ai dit pas mal de choses, n'est-ce pas? Je vais vous présenter tout de suite nos deux invités et je vous souhaite déjà une très bonne écoute. À tout à l'heure. Honneur, respect, mes chers amours, un plaisir d'être là avec vous. Comme j'ai fait cette introduction, je vous ai introduit deux personnes importantes que je vais avoir le plaisir de vous présenter vraiment en long et en large. Ils sont presque côte à côte parce qu'ils sont frères, mais ils partagent aussi des atomes crochus parce que ils sont dans l'industrie de la musique, ils sont dans l'industrie aussi de l'événementiel et aujourd'hui nous allons les rencontrer. Donc nous avons tout d'abord Wamian Kaïd, qui est, comme j'ai dit, un rappeur burkinabé et qui va nous parler un petit peu de son parcours et tout ce qui s'ensuit, l'entremêlage avec justement ce qu'on appellerait les traditions. Parce que son frère, moi je le connais à travers l'initiative de Toi et International au Burkina Faso et il est vraiment celui qui nous a permis de mettre en branle l'événement au niveau son, image et tout ça. Donc on va la voir, c'est Yeye Cyril. Ils sont là, on va parler de leur parcours et surtout de comment ils arrivent à allier musique rap vraiment qui est venu d'ailleurs avec les traditions. Donc un mélange assez exceptionnel. Alors voilà, je vous les présente un à un, je les admets pour vous saluer et finalement pour qu'on puisse avoir une conversation enrichissante. Donc comme je le disais, c'est un plaisir de vous avoir les deux avec moi pour discuter en fait de culture, de musique et surtout de tradition, culture et tout ça. Alors, Wamian, d'abord, j'aimerais savoir c'est quoi la définition de ton nom, Wamian Kaïd, pourquoi un tel nom d'artiste? Bonjour tout le monde, je suis Wamian Kaïd, artiste musicien du Burkina Faso, résident en France depuis quelques temps. Et Wamian, ça veut dire tout simplement, c'est dans ma dialecte maternelle, ça veut dire mon papa, parce que je porte le prénom de mon grand-père. Donc mon grand-père à l'état civil, il s'appelle Moussa, et moi, le prénom que ma maman m'a donné quand j'étais bébé, c'était Moussa aussi. Mais comme vous le savez, en Afrique, par signe de respect, les enfants n'appellent pas les parents par leur prénom direct. Donc on les appelle papa, comme ici on dit papa, ou là-bas il y en a d'autres qui disent baba. Mais dans ma dialecte, on dit Wamian. Wamian, ça veut dire mon papa. Voilà. Et le Kaïd, ça c'est un surnom qui m'a retrouvé, qui m'a rattrapé à l'école primaire. Donc on va dire. Donc du coup, après, quand j'ai commencé à faire de la musique, donc j'ai trouvé très très original mon prénom Wamian, mais il y avait toujours mes camarades d'école qui m'appelaient les caïds, donc du coup j'ai associé les deux fois. Donc tu es le papa Kaïd.
Le père spirituel. Hein. Le père spirituel, ok. Alors, j'ai vu que tu as des locks. En fait, moi, je m'attendais à ce que tu fasses la musique comme le reggae, quelque chose comme ça, et tu t'es versé plutôt dans le rap. Alors, qu'est-ce qui t'a amené vers le rap? Et ensuite, pour mettre ça dans ta langue, qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message? Ok, alors, bon, j'ai été attiré premièrement par le reggae parce que mon frère aîné qui s'appelle Khalifa, qui a été en Jamaïque visiter la tombe de Bob Marley et qui est revenu avec la culture reggae à Bobo-Dioulasso dans les quartiers, c'est-à-dire moi et toutes les jeunes de ma génération, il nous a initiés dans le reggae et on était à fond dans le reggae, mais vu qu'on ne comprenait pas l'anglais, mais voilà, le rythme et puis la traduction qu'on voyait sur un documentaire de Bob Marley nous a donné beaucoup plus d'inspiration dans la spiritualité du rastafarisme. Mais étant dans un pays où 75% de la population ne sont pas allés à l'école, donc chanter en français ou en anglais, pour nous, si on voulait le faire vraiment, on pouvait, mais pour que notre message puisse atteindre beaucoup plus de monde autour de nous. Donc on s'est dit, on va essayer de chanter, mais dans notre dialecte qui est le Jula, mais pas le reggae, mais en français et dans le rap, parce que voilà, on a découvert un groupe de rap sénégalais qui s'appelle à l'époque Positive Black Soul et qui rappait en Wolof et puis qui avait fait des featuring avec d'autres rappeurs en France. Donc à travers ça, ils avaient fait un featuring avec MC Solar, parce que c'est MC Solar qui avait produit leur premier album. Donc à travers ça, on a vu le message qui passait en français, que nous comprenions et qu'on a su aussi que c'était le même message que les rappeurs Wolof, ils essayaient de passer en Wolof. Donc on s'est dit que voilà, on pouvait aussi avoir un potentiel avec le Jula si on voulait vraiment rapper. Et il fallait avoir les codes, comment écrire, voilà, comment croiser les rimes, des trucs comme ça, surtout avec une dialecte voilà, qui a presque les mêmes prononciations de certains mots. Donc on s'est dit, voilà, bon, on va creuser et puis on va trouver. Ça, on parle de quelle année à peu près? On parle des années 80, 90, pour nous situer un peu. Ouais, on a découvert le groupe de rap Positive Black Soul dans les années 94. Et nous, on a monté notre groupe en 1996, voilà, qui s'appelait Dunipis et qui s'appelle toujours d'ailleurs Dunipis. Et au départ, on n'était que deux. Et après, on a eu un troisième élément, mais qui était burkinabé, mais qui résidait au Gabon parce que ses parents les avaient envoyés au Burkina. Et après, lui, il est reparti encore au Gabon. On est revenu sur les deux personnes. Et tant en deux personnes, on trouvait toujours qu'il manquait toujours un troisième élément, comme on avait débuté le truc à deux et puis revenir à trois et se retrouver à deux. Et on avait un petit frère qui venait assister à la répétition avec nous. Et qui était devenu plus même inspiré que nous. Il a rejoint plus tard, voilà. Donc on est reparti à trois pour faire le projet dans les instruments d'album. Ouais. Donc à deux, on est passé sur la compilation La part des ténèbres à Ouagadougou du studio à Bazon par le rappeur Smokey. Et à trois, vers 2014 et vers 2004, on a enregistré le maxi. Et à trois, en 2007, on a enregistré le premier album qui s'appelle Le Retour du départ. Ouais. Donc, est-ce que Yéyé, je vais passer par toi, est-ce que c'est ça qui t'a inspiré à créer Afrique événementielle parce que tu as un grand frère qui fait de la musique, tu es là, donc j'imagine que tu es impressionné par tout le travail qu'il fait et les jeunes filles qui sont autour, il faut pas oublier, lorsqu'il y a musique, il y a aussi des belles jeunes filles autour. Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré à créer Afrique événementielle? Bon, je vais rectifier, c'est pas mon grand frère, c'est plutôt moi le grand frère. Ah bon, ok. Je peux pas accepter, mais c'est pas grave. Ok, c'est pour rigoler, on a les mêmes âges, on est né dans la même année. Et on est amis d'enfance depuis plus de 30 ans actuellement. Okay. Mm-hmm. Mais amis, c'est une trentaine d'années. On se suit très longtemps. Je peux dire qu'ils m'ont inspiré, mais c'est pas là la base. Et moi, j'étais plutôt sportif. Après, je suis revenu dans l'art par passion, en fait. Comme je te dis dans mes trucs, je suis autodidacte. Donc, du coup, il faut comprendre un homme autodidacte, c'est-à-dire c'est quelque chose qui t'inspire au départ. Mm-hmm. Je suis né d'un père enseignant. Du
quoi les enseignants, c'est eux qui étaient en même temps le maître l'enseignant, le maître de musique, le maître des arts et tout. Donc nous, à la maison, depuis bas âge, on écoutait la musique à partir des vinyles. Ça veut dire Les disques noirs, là, que les jeunes ne connaissent pas. ouais, voilà, les jeunes ne connaissent pas. Mon papa avait une marque Philips, je veux dire la marque Philips 501, et où on écoutait chaque week-end. Et du coup, j'avais ce vice déjà de faire quelque chose après. Mais comme je voulais être producteur, donc c'est là l'idée est venue de créer ma structure Afrique événementielle. Au départ, c'est Afrique Unie événementielle. Après, j'ai pris le salon, j'ai enlevé Unie et puis j'ai mis Afrique événementielle. Il regroupe toutes les contrées de l'événementiel. Ça veut dire de la logistique jusqu'à tout ce qu'il faut dans tout ce qui est événement. Ok, donc vous avez vu, mes chers téléspectateurs et amis et abonnés, donc on parle de frères, ça c'est vraiment typique chez les Africains et chez nous, les Caribéens et Antillais. On parle de frères, c'est pas nécessairement le lien de sang, donc et ça c'est l'exemple clé pour illustrer tout ça. Donc c'est des frères qui sont connectés par plein de choses, donc c'est des frères d'âme, si on veut l'appeler comme ça, n'est-ce pas? Exactement. Donc on va continuer avec ça, il fallait que je donne cette explication parce que moi, dans ma tête, c'est de filles qui grandit dans un milieu occidental. Donc, dans ma tête, automatiquement, c'était des frères de sang. Alors, mes chers, donc vous arrivez, vous cartonnez, je suppose, dans ce milieu musical. Vous faites des spectacles. J'imagine aussi que vous faites des spectacles aussi à l'intérieur du Burkina Faso. Comment le public avait-il réagi ou continue de réagir par rapport à ce type de musique-là? Ah, bon, au départ, c'était pas du tout simple parce que, étant jeune de Bobo Dioulasso qui voulait faire un autre style musical à part la musique traditionnelle, qui, voilà, tout le monde s'imprégnait dedans. C'est-à-dire déjà, la complication était de trouver une salle avec une salle. Vas-y. On s'est fait connaître d'abord sur la compile de la part du studio à Bazon de Smoke pour se faire connaître. Et puis, au fur et à mesure, donc du coup, ça a plu aux mélomanes ce qu'on faisait, qui nous a ramené à enregistrer un maxi de 4 titres. Et au fur et à mesure, voilà, on s'est débrouillé nous-mêmes pour faire une autoproduction qui est notre album là. Parce que voilà, faut reconnaître que dans les années 2000 et fin des années 90, début 2000, il y avait pas de producteurs qui avaient confiance vraiment à la jeunesse pour éjecter de l'argent pour enregistrer un album de rap, quoi. Donc, voilà l'idée pour lequel Smokey, il avait eu l'idée de faire une compilation pour faire connaître surtout les groupes en herbe dont on faisait partie. Et puis, les gens ont commencé à avoir vraiment un potentiel dans le domaine. Mais après, ils étaient plus là pour, voilà, pour ce qu'on peut gagner derrière, mais pas pour écouter les messages qu'on voulait faire passer nous. Et donc, ils voulaient changer nos façons d'écrire, nos textes, pour qu'on puisse écrire surtout la musique pour faire danser les gens. Et nous, c'était vraiment pas notre idée. Donc, on a préféré passer par l'autoproduction pour voir vraiment dire ce qu'on voulait dire, les messages qu'on voulait faire passer. On a eu à faire des tournées à l'interne, jouer à Bobo, aller jouer sur Ouaga, sur les petits festivals, et au fur et à mesure, et puis après, voilà. Moi, j'ai eu la chance d'aller travailler avec un autre groupe de la Suisse, un groupe mélangé avec, on va dire, afrofusion de la musique moderne, mélangée avec les instruments traditionnels, mais qui était toujours dans la même direction pour faire du hip-hop, quoi. Donc maintenant, quand vous regardez avec votre parcours, parce que quand on regarde le mouvement du rap, on regarde même le mouvement du Rastafari, on a vu que dans beaucoup de pays, ça a changé. Donc les jeunes maintenant, c'est surtout des filles, de l'argent, le bling bling, c'est des choses comme ça qu'ils font passer comme message. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est la même réalité d'abord au Burkina Faso par des jeunes qui continuent cette relève-là, ou est-ce que le message est resté le même avec les années? Non, le message a vraiment changé parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas autant de canaux de communication comme aujourd'hui. Les réseaux sociaux, tu vois, tout le monde est connecté maintenant. Donc, la culture, la musique urbaine, le hip-hop, c'est beaucoup plus d'influence sur les États-Unis, la France, tu vois, les grandes métropoles. Donc, du coup, avec la facilité de la connexion de tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, la nouvelle génération a tendance à vouloir ressembler réellement à ce qu'ils voient
sur les réseaux, qui se passe aux États-Unis, qui se passe en France. Donc, c'est pas du tout la même réalité. Parce qu'un rappeur du Burkina qui va commencer à te parler des cités, on n'a pas de cités au Burkina. Tu vois, on a des quartiers résidentiels, soi-disant, on va dire, et puis on a des bas quartiers, comme on va dire, c'est des quartiers précaires. Donc, ça n'a rien à voir avec une vie de cité française ou un ghetto du fin fond de Harlem ou à Brooklyn. Donc, pour moi, le message a un peu changé parce que, voilà, l'arrivée des réseaux sociaux a facilité les choses en même temps, ça a compliqué les choses parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Exactement. Alors, quelle critique vous qui êtes les anciens, vous faites à ces jeunes-là, où vous trouvez un moyen pour les mentorer, pour les ramener vers l'essentiel en fait du message, ou vous vous dites que c'est juste une période et ça va passer? Ouais, c'est ce qu'on essaie de le dire parce que si tu veux que ton art te fait voyager, que ton art traverse le temps, c'est-à-dire, ça sert à rien de copier. Quand tu copies, comme on le dit, un proverbe qui dit, tu peux vouloir faire les mêmes traits de ton co-épouse, mais peut-être qu'il va manquer un peu de texture de chevelure ou de la crème qui va manquer, quoi. Donc, mais voilà, il n'y a rien à dire. Ils sont talentueux, ils sont bourrés de talent, mais voilà, pas pour faire quelque chose d'original surtout. Moi, donc, quand je suis avec la nouvelle génération, parce que j'ai un fils qui est dans la même direction, qui est super talentueux, des trucs comme ça, mais à chaque fois quand il revient avec des nouveaux sons qu'il a enregistrés, il vient me faire écouter, je trouve que c'est beaucoup plus américanisé qu'on va retrouver moins d'africanité ou de réalité dedans par rapport même à l'écriture. Voilà. Donc, on essaye de parler en disant, en les faisant savoir comme quoi s'ils veulent vraiment évoluer dans le domaine, c'est-à-dire c'est rester original par rapport à eux-mêmes, à leur propre réalité, il n'y a que ça seulement qui peut les faire avancer, quoi. Voilà. Moi, en tant que consultant d'art et en tant que producteur, à mon avis, la plupart, parce que lui, je suis son manager depuis très longtemps, et en même temps, en tant que producteur, donc j'ai mon avis à dire là-dessus, parce que le problème est que lui, après le groupe, il est en solo actuellement. Il est en solo depuis un bout de temps, il a 2 albums, un maxi, des trucs comme ça, des EP. Mais maintenant, le souci est que lui, il a plus basé sa musique un peu sur les instruments traditionnels. Donc, ce qui est très, très important. Dans l'Europe, même quand il fait son rap, il sent vraiment le truc africain qui s'impose. Parce que la jeunesse d'actuelle ne savent pas qu'on peut prendre les instruments traditionnels et puis poser là-dessus. Parce que lui, c'est la force aujourd'hui qu'il a. Il arrive à mélanger les instruments traditionnels plus dans le moderne pour pouvoir poser là-dessus, en fait. Voilà. Ce qui est, la jeunesse actuelle, ils ont des beats où tu sens rien, voilà. Des grosses machines, voilà, des beats, voilà. Mais mettre un peu des instruments traditionnels de chez nous, africains, vraiment, quand tu écoutes, tu sens le côté africain là-dessus, quoi. Voilà. On disait, et justement en tant que manager, est-ce que vraiment le fait d'aller vers les traditions dans le milieu musical, est-ce que ça donne réellement, est-ce que l'on peut briller, un artiste africain peut briller en ajoutant justement ce côté instrument réel, parce qu'on sait que la majorité des fois, c'est avec des appareils qui font les sons. Est-ce que ça ajoute au point que l'artiste africain peut vivre réellement de son art? Ça, c'est d'abord la base même de la chose, parce que si tu vois aujourd'hui les Africains aller remplir les salles, c'est parce qu'ils jouent les instruments traditionnels. Voilà, dans d'autres contrées, parce que aujourd'hui l'exportation de la musique africaine vers l'Occident, c'est parce que les gars veulent voir les instruments traditionnels, les gars veulent voir jouer les instruments traditionnels et écouter les mélodies. Donc, du coup, je me dis que ça nourrit son homme. Voilà, parce que il y a rien à dire sur les instruments traditionnels, parce qu'il suffit seulement de les placer là où tu dois les placer. Et je pense que ça n'a rien à dire, parce que autant, comme il a dit au départ, c'est parce que le groupe Daraji et Positive Black Soul parlaient en Wolof, rappaient en Wolof. Ouais, et voilà. puis, Les gens ne savaient pas qu'on pouvait rapper dans une autre langue, à part l'anglais, pour pouvoir percer. Tu vois. Donc, ils ont amené ça, et du coup, ça a pris. Au Burkina, ici, les gens rappent dans toutes les langues. Et tu vois, aujourd'hui, tu pars au Mali, il y a des rappeurs maliens qui rentrent en Bambara. Donc, et puis, les grands publics qui remplissent des stades. Donc, du coup, je me dis que ça nourrit son nom. Donc, ça veut dire que c'est pour le mieux finalement que les artistes africains décident
de retourner vers les racines parce que ça permet d'avoir une certaine authenticité dans leur art et permettre justement que les autres cultures, les autres personnes, et surtout dans les pays occidentaux, qu'ils arrivent à mieux apprécier le talent africain. Donc, est-ce que c'est ça que je devrais retenir de tout ce qui a été dit? Retenir parce que du coup, si tu regardes la culture, c'est le rythme de ce jeu qu'il a posé le reggae là-dessus. Donc, ça veut dire que si ça marchait pas, les gens ne le font pas. Donc, finalement, en termes de culture, parce que là, et c'est une des choses qui m'avait beaucoup impressionné par rapport au travail que tu fais, qui est, tu vas dans différents festivals, tu installes tes appareils, tu aides aussi des producteurs, des gens aussi, des organisateurs, à partir de ce que ta compagnie offre. Et qu'est-ce que tu vois en termes de connexion justement avec la tradition? Pourquoi on devrait aller puiser dans les coutumes et traditions dans ces festivals-là? Parce qu'il y a entre autres, j'ai eu le plaisir de squatter quelques minutes avant le début. Donc, c'était Festival des coutumes. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Festival des arts du Sud-Ouest. Et est-ce que il y a de plus en plus de festivals de ce genre, de coutumes et traditions? Et quelle est l'ampleur maintenant au Burkina Faso? Bon, je peux dire que l'ampleur, c'est pas seulement au Burkina Faso, c'est plutôt toute l'Afrique aujourd'hui qui se dresse comme un seul homme. Parce que le truc, il y avait un grand pont. Ça veut dire, il y a eu un grand pont de séparation entre nos coutumes et ce qui se passe actuellement. Ça veut dire, c'est comme si nos enfants, ça veut dire, il y a eu un grand écart où on parlait même plus de les festivals. On parlait seulement que la on parlait plus seulement que voilà, faire les shows. Et maintenant, les gens ont compris, on fait le retour aux sources. Tu as été au Burkina, je t'ai amené sur un festival où c'est carrément ça. Ça s'appelle le retour aux sources. Donc, tu vois que de plus en plus, les gars parlent de retour aux sources. Pourquoi? Parce que on sent qu'on est en train d'oublier nos racines. C'est vraiment pas une bonne chose. Donc, comme on le dit en Afrique, si tu sais pas d'où tu viens, tu ne dois pas savoir d'où tu pars. Donc, du coup, les arts actuels, tous les festivals, que ça soit un peu moderne, tu vas entendre quelque chose de résilience et culturelle ou voilà, quelque chose qui est lié à nos racines. Donc, quand je pars sur ce festival, parce que d'abord, je pars comme un régisseur, je pars comme un consultant, je pars comme un booker. Donc, du coup, à part ce que je fais comme la sono, je suis le directeur technique de plusieurs festivals au Burkina et un peu en Afrique de l'Ouest. Pour moi, c'est un 5 festivals où je pars comme régisseur et tout. Donc, du coup, partout où tu pars, tout le monde, c'est quand tu fais ressortir les trucs ancestrales que les gens viennent plus. Parce que le truc qu'on voit comme ça, qui n'était pas dans nos coutumes, qui est arrivé maintenant que les gens veulent exploiter, quand tu les mets, les gens le voient toujours sur leur portable. Les rythmes africains, ça c'est vraiment du live. Ça veut dire, tu ressens tout ce qui s'est passé, tout ce que nos ancêtres vivaient, tout. Donc ça fait plaisir à la nouvelle génération qui essaie de comprendre maintenant. Ah, on avait ça, mais on nous avait pas montré. Donc voilà ce qui se passe actuellement dans tous les festivals actuels. Tu vas ressentir le retour aux sources. Tout. C'est extraordinaire. En effet, j'avais remarqué et j'ai vu aussi l'exposition de certains artefacts anciens de vos ancêtres et ce qu'ils utilisaient dans le passé. C'est vraiment extraordinaire. Alors, quel serait maintenant l'avenir du continent, l'avenir des peuples noirs à travers le monde, parce que les afro-descendants aussi, de ce que j'ai remarqué depuis fort longtemps, depuis plus d'une décennie, c'est ce retour vraiment avec acharnement, avec une ténacité vers les racines. Alors, comment vous voyez d'ailleurs ajouter tout ça dans ce réveil et éveil de l'Afrique à travers les arts, la culture et les coutumes? Je trouve que la connexion est en train de se faire petit à petit parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, la culture afro, ça prend de l'ampleur. Tout le monde veut reconnaître ses origines, connaître d'où vient sa tradition. Donc, au jour de nos jours, même sans trop parler des religions, que ce soit l'islam, le christianisme, des trucs comme ça, quand tu vas sur les réseaux sociaux maintenant, tu vois, il y a plein de pages. Et Kémit, c'est pas une religion, c'est ce qui est, on est né, nos ancêtres sont nés pour eux-mêmes, on va dire en quelque sorte. Donc,
ce qui veut dire que tout ce qui est religion islamique ou christianisme, des trucs comme ça c'est des religions importées. Donc, ça nous a fait oublier un peu nos traditions. Ça fait aujourd'hui, quand quelqu'un qui te dit oui, qui te parle de ses ancêtres, il y en a d'autres qui les regardent avec les mauvais yeux parce que comme si c'était la honte. Or, pourtant, c'est pas une honte, c'est nos origines, quoi. En train de se rendre compte de ça au jour de nos jours, actuellement. Par exemple, comme quand tu vas au Burkina, le moment qu'on traverse entre le Burkina, le Mali et le Niger, tu vois, ces pays-là ont connu les deux religions, christianisme ou musulman. Et aujourd'hui encore, on nous dit que c'est des djihadistes qui sont en train de revenir. Donc du coup, les gens sont en train de se réveiller en se disant, ok, on a toujours cohabité ensemble, on a toujours vu que, voilà, il n'y a pas de cimetière des chrétiens ou cimetière des musulmans. Et quand il y a un décès dans les quartiers, c'est toute la jeunesse qui se lève pour aller creuser la tombe. Et quand ils arrivent avec le corps, maintenant, on laisse à qui appartient la religion qui font les cérémonies d'enterrement, des trucs comme ça. Donc, ça est en train d'éveiller les consciences. Et je pense que ce n'est que même, on n'est qu'encore au début. Parce que aujourd'hui, si tu veux parler avec quelqu'un, chacun veut revendiquer réellement d'où il vient, quoi. Soit nous qui venons de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire on a envie de montrer à haute outrance notre culture ouest-africaine. Quand tu croises le gars de l'Afrique centrale, tu parles des Pygmées, des Bantous, de la culture centrafricaine. Donc, quand tu croises ceux qui viennent de l'Afrique de l'Est, du Sud, des trucs comme ça, et en même temps, on a des trucs en commun, c'est des trucs ancestrales. Exact. Ouais, mais maintenant, je peux ajouter, en fait, l'Afrique, les gens ont tendance à comprendre que coutume et religion. Voilà. On oublie nos coutumes et on part vers la religion. Parce qu'on a nos propres coutumes et on a nos religions. Voilà. Donc, il y a des religions qui sont venues balayer les coutumes. Donc, aujourd'hui, tout le monde a compris que dans les coutumes et les religions, c'est deux trucs différents. Donc, du coup, il faut vraiment, tout le monde veut tirer sonnette d'alarme parce que les gens veulent vraiment être dans Alors, c'est tant mieux pour l'Afrique. L'Afrique, je suppose, va se porter mieux à tous les niveaux, au niveau scientifique, économique, culturel, les coutumes, etc. Alors, malheureusement, on doit mettre fin à notre entretien. C'est sûr que je vais vous inviter à nouveau parce qu'on a seulement effleuré, comme on dit, une partie de l'iceberg. On va y revenir. J'espère que vous serez toujours disponible pour continuer cette conversation. Donc, avant de nous séparer, je vais demander à chacun d'entre vous, on va commencer déjà à Wamian, à Kaïd, de nous dire ce qu'il pense, c'est quoi son rêve le plus cher pour la culture africaine, la culture kémite et la culture noire dans toute son ampleur, dans toute son essence, pour les années à venir. Alors moi, mon plus grand rêve, ce que j'aimerais vraiment voir avant la fin du jour, c'est l'unité africaine, et que voilà. Sinon, on ne va pas passer toutes ces années à se réclamer. Mais on est content aujourd'hui à travers ces réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on voit aujourd'hui, on peut parler directement. Voilà, et que ça fait passer partout. Nous, aujourd'hui, on est fiers d'appartenir à cette race. Et vraiment, on veut notre union. Voilà, c'est tout, quoi. Merci beaucoup. Merci encore pour votre passage à notre émission sur la chaîne YouTube Manzé Black. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes de cela, nous vous espérons une prochaine fois et je crois que cette conversation devrait continuer parce que on a cette obligation aussi de continuer de guider nos jeunes, la jeune génération à mieux comprendre leur culture et comprendre aussi leurs obligations envers le maintien et l'évolution de leur culture respective. Alors, merci pour tout. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Ça a été un réel plaisir de se reconnecter. Donc, on vous dit tous et toutes au revoir et à la prochaine émission. Et entre-temps, comme d'hab, Kevin Jampalagé, bisous, câlins et à la prochaine émission. Mouah! Ciao! À bientôt! Mouah! Ciao! Ciao!